Le décès d'un ancien président de la République, outil de propagande médiatique. Alors que Jacques Chirac est mort jeudi, Emmanuel Macron entend bien surfer sur la vague mortuaire en multipliant les hommages, une pratique que n'aurait pas renié le défunt président. À Antony, dans les Hauts-de-Seine, un camp rom s'est installé dans une zone d'activité, une installation illégale que la mairie tente de combattre par tous les moyens, mais sans véritable succès. La France dit adieu à son tabac. Ce vendredi, les machines de la dernière usine de transformation de tabac en France ont arrêté de tourner avant une fermeture définitive le mois prochain, la fin d'une activité historique dans le sud-ouest du pays. Madame, monsieur, bonsoir. Un président qui meurt, un autre qui fait de la com. À peine Jacques Chirac décédé que la machine à communiquer Macron s'est mise en branle. Une agitation qui a pris toute la classe politique avec au programme des minutes de silence, des éditions spéciales et des hommages dont le défunt était d'ailleurs friand. Un ancien président est mort et tous semblent démunis. Jacques Chirac est décédé jeudi 26 septembre. Un événement somme toute assez banal mais qui fait la une des journaux papier et télévisés, comme en témoigne ce sujet. Emmanuel Macron, lui, profite de l'occasion pour se présenter comme un vrai chef d'État en rendant hommage à un de ses prédécesseurs. Une façon de prendre un peu de hauteur 6 mois avant les élections municipales et après s'être fait humilier dans le dossier irano-états-unien. Une façon aussi de s'approprier le personnage Chirac, ce que certains appellent de la récupération. Plus généralement, toutes les personnalités politiques, tous partis confondus, y sont allés de leur couplet. Réseaux sociaux obligent, se sentant obligés, quand bien même ils exécraient le personnage, de le saluer. Un joli petit numéro d'hypocrisie pour certains, une vraie perte pour d'autres. On pense notamment à Alain Juppé. Ce soir, j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Et il y a de quoi pleurer pour Alain Juppé. Jacques Chirac aura en effet été le seul à penser que l'ancien maire de Bordeaux et ministre était le meilleur d'entre nous. Une formule devenue culte. Le président Macron, lui, a saisi l'occasion pour s'imposer sur le petit écran des Français à 20h et il a su retenir et apprécier le pire de son prédécesseur. Une France qui regarde son histoire en face et dont il sut reconnaître, lors du discours du Veldiv, les responsabilités dans les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Référence évidente à la culture de repentance initiée par Jacques Chirac et qui fera école chez ses successeurs qui n'auront de cesse de s'auto-flageller et de demander aux Français d'en faire autant. Une rupture évidente avec la dignité qu'avait François Mitterrand sur la question. Actualité oblige, le pensionnaire de l'Élysée a aussi tenu à saluer la prétendue fibre écologique de Jacques Chirac. Notre maison brûle. Ce cri d'alerte qu'il poussa pour inviter les dirigeants du monde à agir pour la protection de l'environnement et contre le réchauffement climatique ne fut pas seulement celui d'un chef d'État se hissant à la hauteur de l'histoire, mais celui d'un homme parmi les hommes. Un homme parmi les hommes, mais qui aura vécu aux frais de la princesse toute sa vie. En effet, l'individu aura avant tout été un apparatchik. À noter cependant une parenthèse de panache avec son engagement volontaire comme officier lors de la guerre d'Algérie. Élève de l'ENA, il aurait pu y échapper. Après cela, il sera successivement secrétaire d'État, ministre, maire de Paris, député européen, député, Premier ministre et président, de quoi donner le vertige en matière de cumul de retraite. Les plus bienveillants garderont en mémoire son unique fait d'armes, le refus de la guerre en Irak, un refus qui aura fait suite à l'envoi de milliers d'hommes en Afghanistan 2 ans plus tôt. D'autres retiendront son côté sympathique et sa bonhomie, le président qui tape sur le cul des vaches et boit de la bière, tout un programme pour la droite française. Et si l'énumération de ses actions politiques pourrait occuper des heures, on retiendra particulièrement l'abandon de la souveraineté française, son attachement au cordon sanitaire, à savoir pas d'alliance avec le FN, qui enfermera la droite à gauche pour au moins 3 décennies. Et enfin, on aura une petite pensée pour son attachement folklorique aux arts dits premiers, un intérêt légitime, mais qui, poussé à des niveaux excessifs, aura participé à une certaine forme de relativisme, mettant à égalité 3 bouts de bois superposés dans la jungle à des tableaux du grand siècle. Si le bilan devait tenir en 2 mots, on pourrait facilement mais légitimement reprendre la une de Libération de 1997 sur Georges Marchais, globalement négatif. Bilan politique misérable, mais véritable popularité. C'est tout le paradoxe de l'individu qui aura su jouer sur sa bonhomie et son côté franchouillard, bien aidé, il faut le dire, par les guignols de l'info de Canal+ à l'époque. Une époque qui est déjà bien lointaine et c'est finalement peut-être cela qui provoque le plus d'émotions, une forme de nostalgie des Français. L'émotion dépasse d'ailleurs largement les personnalités politiques puisque des badauds ont même pris de leur temps pour rendre hommage aux morts à l'Élysée
en attendant un super hommage dit populaire aux Invalides dimanche. Une pluie d'hommages que n'aurait pas renié le président Chirac, grand amateur de repentance, 2 minutes de silence et d'hommage. Précurseur en la matière, il aura largement contribué à la mièvrerie sentimentale qui agite le pays à chaque attentat ou décès de personnalités. Aujourd'hui, c'est lui qui en est le bénéficiaire. La ville d'Antony entre en guerre contre la présence d'un camp de Roms. Pour éviter son expansion, la municipalité a dû prendre les grands moyens, des difficultés que rencontrent d'autres agglomérations partout en France. Géraud Dufayet. Antony, c'est dans cette ville des Hauts-de-Seine qu'une trentaine de familles de la communauté Rome ont élu domicile. Au cœur de la zone d'activité Antony-Paul, des dizaines de cahutes s'amoncellent sur un grand terrain en friche. Le camp a triplé en à peine 2 mois, tandis qu'un autre campement est également installé à quelques centaines de mètres dans la même zone. Une extension qui n'est pas du goût des riverains et des entreprises aux alentours. Vols et trafics en tout genre font fuir les clients et plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la municipalité. Le terrain appartient à la ville, mais il jouxte beaucoup d'entreprises qui, elles, sont très mécontentes de la situation et nous demandent d'agir. Leur image est en cours, les employés ne sont pas contents, ils croisent des populations qu'ils n'ont pas l'habitude de croiser. Il y a de la mendicité, il y a des allées et venues qui sont un peu particuliers et je ne veux pas rentrer dans les détails. Face à ce problème, la mairie a décidé de réagir. Aux grands mots, les grands remèdes. 2 tranchées ont été creusées le long des cabanes pour empêcher que les baraquements s'étendent encore davantage. C'est tout simplement pour limiter leur expansion pour l'instant, parce que si on ne limite pas leur expansion, il y en aura de plus en plus. Les Roms, de leur côté, ne semblent pas comprendre l'action du maire. Pour eux, c'est une agression pure et simple. Une attitude sans doute favorisée par l'association Rome Europe, très présente sur le terrain. Ouais, le maire a ramené un excavateur. Ils ont fait le trou qui était derrière nous. Mais il y en a dangereux pour les enfants. Si un enfant il tombe dessus, si un grand-père qui tombe dessus d'un enfant, il peut mourir directement. Je pense qu'il faut être 2 pour pouvoir évoluer. Et nous ne sommes pas en mesure de faire changer la mentalité et l'histoire des Roms. Il sera difficile peut-être pour nous de faire le travail tout seul. Nous faisons une partie de ce travail en scolarisant les enfants, en accompagnant les gens, en leur donnant de l'eau et en leur donnant des toilettes par exemple. On est en train d'installer un point d'eau. L'évolution est très très lente et il faudrait que les populations des Roms, elles, petit à petit changent. Ces camps installés à Antony sont loin d'être des cas isolés. La guerre entre ces installations illégales de la communauté Rome et les municipalités sont monnaie courante. On dénombre plus de 400 campements illicites en France, dont les 2 tiers se trouvent en région parisienne. Les quelques rares exclusions ne font que déplacer le problème. Un problème qui semble sans fin. Sarlat dit adieu à son usine de tabac, employant 33 salariés. France Tabac, la dernière usine de tabac française, va fermer ses portes à la fin du mois d'octobre, signant la fin des sites de transformation du tabac en Dordogne et en France. Coup de projecteur sur un savoir-faire du Sud-Ouest avant fermeture définitive. Ce sont les tout derniers cartons de feuilles séchées qui se déversent sur la chaîne de production de France Tabac à Sarlat. D'ici quelques jours, l'unique usine de tabac française fermera définitivement ses portes. Alors, chez les salariés, la tristesse se mêle à la rancœur. Ah, c'est un gâchis quand même, hein, c'est un gâchis. Ça sert un peu quand même, hein. Ça sert un peu, les tripes là, dur quand même, hein. Ouais. Bon, personnellement, je suis en fin de carrière. Les copains qui restent là, il y en a encore qui ont une dizaine d'années à faire. Il y en a qui sont en colère quand même, oui. Bon, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire après? C'est ça, hein. Il y a encore 20 ans, plus de 200 employés s'affairaient ici. Aujourd'hui, ils ne sont que 33. Gérard arpente les 10 hectares de l'immense site avec la nostalgie de ses 34 années passées dans l'entreprise. Là, ça met un coup quand même au moral, hein. Ouais. Avant, c'était plein. Avant, ça grouillait de monde. D'engins, il y avait du bruit. Maintenant, c'est calme. La chaîne de production termine le battage, le séchage et le broyage des dernières variétés de tabac encore en stock qui partiront chez les cigarettiers. Pour le directeur, cette fermeture est devenue inévitable. Nous en sommes arrivés là, bon, principalement, d'abord en interne filière, une problématique de production en volume qui a décliné d'année en année. Et parallèlement à ça, vous rajoutez une concurrence exacerbée parmi les principaux opérateurs
avec une pression sur les prix sans commune mesure et la recherche du moins de centimes. 2010 signe le début des ennuis. L'Union européenne coupe les aides pour les planteurs de tabac. La production plonge. Moins de 5000 tonnes ont été récoltées l'année dernière, bien loin des 20 000 tonnes de la décennie 2000. Pour le directeur, la production française est aujourd'hui condamnée. Chez les derniers exploitants, on veut encore y croire, car malgré la concurrence mondiale, le tabac reste une production rentable pour cet agriculteur qui élève aussi des vaches sur ses 80 hectares. Sur ma ferme, avec mon fils, on a besoin de cette production pour que la ferme puisse continuer à survivre. On produit 2 hectares de tabac aujourd'hui et qui font environ 40% de notre revenu. Au pied du mur, la profession n'a pas d'autre choix que de s'adapter dans l'urgence pour survivre. Nous avons une production qui est engrangée dans les séchoirs, comme vous pouvez le voir ici, et donc il faut les couler. Donc on va faire en sorte d'activer certains marchés de niche qu'on côtoie déjà, qu'on a déjà, afin de pérenniser une certaine production sur notre coopérative Périgord Tabac. Un des marchés de niche porteur d'espoir, la cigarette électronique. Les fabricants de liquide pour le vapotage sont en effet très preneurs de variétés de tabac à fort taux de nicotine. L'actualité en bref à présent avec Thibaut Bastide. Il n'y a pas que la mort de Jacques Chirac dans la vie, il y a l'incendie de Rouen aussi. 24 heures après l'incendie qui a ravagé une partie de l'usine Lubrizol classée Seveso, les riverains ont été confrontés à des pluies noires de suie sur des kilomètres à la ronde. Alors que le confinement est toujours d'actualité, le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, a appelé la population à ne pas céder à la panique, évoquant des composants sans toxicité aiguë. La préfecture recommande néanmoins de ne pas toucher les retombées de suie, se laver les mains en cas de contact. Les agriculteurs sont enjoints à placer les bêtes sous abri et protéger leur alimentation et à ne pas récolter les cultures en attendant de nouvelles consignes. Et les particuliers doivent aussi s'abstenir de consommer des légumes et fruits du jardin qui ne pourraient être épluchés ou lavés de façon approfondie. À part ça, tout va bien, Madame la Marquise. La PMA adoptée. Ce vendredi, l'Assemblée nationale a voté l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, malgré l'opposition de la droite. Seulement 75 députés ont pris part au vote avec 72 suffrages exprimés, 55 pour et 17 contre. Parmi eux, 11 élus LR, dont Julien Aubert, un UDI, 3 LREM, un MoDem et un député non inscrit, l'élu indépendant Emmanuel Ménard. Cette PMA élargie aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, soutenue par la majorité et la gauche, sera remboursé par la sécurité sociale. Petit déni de démocratie à l'Assemblée nationale. Mercredi, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a décidé d'adopter un amendement sur la PMA, alors même que les députés ont semblé voter majoritairement contre. Au moment du vote à main levée et alors que les voix contre semblaient majoritaires, Richard Ferrand a voulu faire fi du vote et a prononcé l'adoption de l'amendement à la surprise presque générale. Je mets donc aux voix l'amendement 2123 qui a reçu un avis favorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement en question, numéro 2123, proposé par le député de La République En Marche de Charente-Maritime, Raphaël Gérard, souhaite lever les critères médicaux aux couples de femmes ou aux femmes seules désirant la procréation médicalement assistée. Malgré la contestation, le président de l'Assemblée a refusé de remettre en cause l'adoption, prononçant une simple suspension de séance. Richard Ferrand est toujours poursuivi dans le cadre des affaires des mutuelles de Bretagne. La convention de la droite pour un nouveau départ. Samedi, une trentaine de personnalités se sont donné rendez-vous à Paris sous l'impulsion de Marion Maréchal Le Pen pour bâtir une alternative au progressisme, au multiculturalisme et au libre-échange. Parmi le parterre d'invités figurent Éric Zemmour, Robert Ménard, Jean-Frédéric Poisson ou encore l'essayiste Raphaël Enthoven qui devrait tenir sa place après avoir menacé de boycotter l'événement.
Franco va être déplacé. Mardi, la Cour suprême espagnole a rejeté le recours des descendants de l'ancien chef d'État et autorisé l'exhumation de Franco de son mausolée situé près de Madrid. Cet arrêt de la Cour valide la décision du gouvernement d'exhumer Franco du Ballet de los Caídos et de le réinhumer dans le cimetière plus discret d'Al Pardo, au nord de Madrid, où est enterrée son épouse. Si d'autres recours devront être examinés, les décisions devraient suivre la même ligne en pleine pré-campagne électorale. À 1 mois et demi des législatives du 10 novembre, la raison électorale aura, semble-t-il, eu raison du respect dû aux morts. Le roi des forains, propriétaire d'une partie de la place de la Concorde, alors que le bras de fer se poursuit entre Marcel Campion et la mairie de Paris. Cette dernière avait saisi la justice pour expulser les kiosques, estimant être propriétaire des lieux. Ce qui est le cas selon une loi de Charles X, à l'exception des 2 fossés qui bordent le jardin des Tuileries, soit l'emplacement occupé par les commerces du roi des forains. Marcel Campion estime donc être propriétaire de l'emplacement grâce à un principe selon lequel un individu bénéficiant d'un espace comme s'il en était propriétaire pendant plus de 30 ans, de façon publique, peut en revendiquer sa propriété. Marcel Campion va même plus loin et espère que la mairie lui remboursera tous les loyers qu'il a payés ces dernières années. Le meilleur pour la fin, Walker Texas Ranger, le retour. La série américaine qui a révélé Chuck Norris dans les années 90 devrait renaître de ses cendres. Pour le moment, aucune date n'a été communiquée, mais l'on connaîtrait déjà le nom du successeur de Chuck Norris parti à la retraite. Il s'agirait de Jared Padalecki. Il devrait reprendre le rôle du Ranger de retour dans son Texas natal pour combattre le mal et la criminalité. C'est bientôt la fin de cette édition, comme chaque vendredi. Vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, Chirac. Ce soir, retrouvez Bistro Liberté. Si on dit que c'est une péripétie, vu comment le pouvoir a tremblé, et que notamment lors de l'un des actes, il avait prévu un hélicoptère pour l'exfiltrer de l'Élysée, en cas de coup dur, bon, ça fait quand même une très très grosse péripétie. Donc non, on a assisté à une révolte, c'est absolument évident. On a tous vu les manifestations avec la violence aussi qui s'exprime, parce que vous êtes dans un mouvement de libération avec, pour une partie des gens qui ne sont pas capables de verbaliser et qui expriment les choses de manière violente. Moi, j'ai toujours dit que je le déplorais, que je le condamnais, que j'étais contre la violence, que j'étais contre l'affrontement entre les gilets jaunes d'un côté et les forces de l'ordre. Je pense que ça, c'est une stratégie pour le pouvoir qui n'a strictement rien à faire que les bleus se tapent avec les jaunes. Demain midi, retrouvez le Samedi politique. Élise Blaise reçoit Philippe Murer et Régis de Castelnau pour décrypter le phénomène Greta Thunberg et la nouvelle religion du climat. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Ma petite Greta, si ces choses n'avaient pas été mises en place, si ces progrès dans la santé, dans l'alimentation n'avaient, peut-être que tu n'existerais pas. Dans ton pays, il y a 50 ans, le taux de mortalité infantile, c'était 300 pour 1000. Il est de 3 pour 1000 maintenant. Et qu'est-ce qu'on veut masquer? On veut masquer qu'on a envoyé la mondialisation et qu'en fait, Greta Thunberg, elle envoie implicitement un énorme soutien à la mondialisation. Et ces gens-là ne veulent pas donner les moyens parce que ça changerait leur dogme. Le dogme du libre-échange et du commerce international complètement débridé, sans aucun frein, même si c'est pour sauver l'environnement, même si c'est pour sauver le Brésil, la forêt du Brésil. Et puis le dogme de l'ultralibéralisme qui est de dire l'État doit compter pour rien et c'est les multinationales qui vont faire le job. Et d'ailleurs, vous regardez des gens comme Emmanuel Faber, le patron de Danone, il a un petit côté messianique aussi. Dimanche, Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à la mobilisation contre le projet de loi bioéthique. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes Libertés Politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir.
voudrais évoquer une publicité joliment tournée, c'est-à-dire bien filmée, à propos d'une jeune fille qui essaie de parler à sa grand-mère par téléphone, mais la grand-mère perd le signal et la jeune fille dit à ses amis « je vais aller la voir parce que le portable ne passe pas dans sa campagne ». Il suffit de quelques plans pour raconter cette journée, le cinéaste fait très bien son métier, le monteur encore mieux, tout ça pour nous dire à la fin que la grand-mère a feint le mauvais signal téléphonique pour inciter sa petite fille à venir la voir. Et c'est là que vous apprenez que Bouygues est le premier opérateur en campagne, mais à Campagnol, nous le savons parce que nous avons un relais Bouygues sur le coteau d'en face, et c'est là que le bas blesse, et pourquoi blesse-t-il le bas? Parce que Bouygues est le premier opérateur à Campagnol, mais seulement quand il ne pleut pas. Oui, parce que depuis 6 mois, un peu plus même, dès que nous avons une grosse pluie, le lendemain, plus personne n'a de signal. Et quand vous coincez le maire, qui préside la communauté de communes, qu'on appelle une Comcom, pour lui dire « faudrait quand même régler ça hein, », eh bien il vous répond « on n'a qu'à appeler Bouygues ». Oui, mais chez Bouygues, on vous répond que c'est la communauté de communes qui doit signaler ce problème, sans quoi le technicien ne peut pas se déplacer, il n'en a pas le droit. Alors là, quand vous analysez le truc, vous vous en venez rapidement à la conclusion suivante. Quand vous faites remarquer au maire, à tous ses sbires, à tous les élus en général, que ça fait 6 ou 8 mois qu'ils s'occupent de rien, et que nous n'avons plus de portable pendant une journée dès qu'il pleut, plutôt que de l'admettre et de faire le nécessaire, eh bien, ils préfèrent laisser planer un doute sur votre qualité d'observateur du phénomène, d'un air de dire on ne veut pas remuer ciel et terre pour un type qui prétend qu'on n'a plus de portable dès qu'il pleut. Si ça se trouve, il a rêvé, il est complètement mytho. Donc vous êtes obligé de faire une enquête personnelle parmi les habitants dotés d'un portable. Ensuite, vous demandez à l'EDF un relevé des micro-coupures pour voir si ça correspond avec les jours de pluie. Et enfin, vous téléphonez à la préfecture pour leur dire poliment, patiemment, que vous avez là un faisceau d'indices concordants, mais que le maire, on ne sait pas pourquoi, refuse de voir l'évidence et de faire donc le nécessaire, par orgueil sans doute. À la fin, le maire finit par téléphoner à Bouygues, visiblement furieux que la préfecture l'y ait invité, l'y est obligée en fait, en lui disant « mais qu'est-ce que vous foutez là, tout le monde se plaint ». Donc Bouygues envoie finalement un type avec un véhicule équipé et la question est enfin réglée après 6 mois de service intermittent, et ce malgré donc la mauvaise volonté des élus qui préféraient visiblement ignorer ce problème tant qu'on pouvait se reposer sur les jours où ça marchait pour pouvoir dire « vous voyez bien que ça marche, la preuve ». Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que plus on attend pour résoudre un problème, plus il persiste à se poser et plus surtout les élus se réfugient dans le déni pour faire excuser leur propre incurie, leur trop longue incurie. Vous n'avez qu'à appliquer ce principe à la situation nationale et au rapport du peuple avec l'Élysée, par exemple. Ben, ça fait plus d'1 an que ça ne passe plus, le signal ne passe plus, et les élus refusent de voir qu'il n'y a plus de signal. Les techniciens vont finir par le rétablir, évidemment, mais les gens sont durablement furieux désormais, et surtout, ils ont grande envie de changer d'opérateur. Abonnez-vous, merci. La communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse vient de se faire infliger une amende de 90 000 € par la bonne grâce de la préfecture de l'Ain au motif qu'elle a embauché trop de femmes. Le comble. Le courrier qu'elle a adressé au socialiste Jean-François Debat, président de la dite collectivité et par ailleurs maire de Bourg-en-Bresse, eh bien, dans ce document, la préfecture met en cause les embauches de 4 femmes pour un homme à des postes de direction. Or, depuis 2017, la loi impose une proportion précise d'hommes et de femmes pour les postes d'encadrement dans la fonction publique. La loi n'a pas été respectée, d'où cette amende. Le président de la collectivité, le fameux maire de Bourg-en-Bresse, est furieux et multiplie les arguments, nous dirons un peu douteux. Premier argument, puisque la parité n'est de toute façon respectée nulle part, pourquoi est-ce qu'on ne m'autoriserait pas à embaucher plus de femmes pour compenser ce qui se fait ailleurs ? Bizarre comme argument. Autre argument, est-ce bien l'esprit de la loi conçue pour défendre le droit des femmes ? J'en passe et des meilleurs. Mais non, mon cher monsieur, la loi, c'est la loi,
Et la parité, c'est la parité. On ne plaisante pas avec les valeurs sacrées de la République, non mais sans blague. Pour une fois que l'administration territoriale fait preuve à la fois d'autorité et de bon sens, on ne va quand même pas rechigner, non? Alors du coup, le bon président, maire de Bourg-en-Bresse, veut en appeler à l'autorité suprême, c'est-à-dire « Au secours, Marlène, sauve-moi !» Et là, l'on peut s'attendre au pire. L'égérie du gouvernement de Manu, la pulpeuse Marlène, qui a une conception très personnelle et assez spéciale des relations hommes-femmes en général et de la féminité en particulier, risque fort de donner raison au bonhomme. Or, elle est au gouvernement. Enfin, au moment où on s'apprête à voter la PMA pour toutes, sanctionner une agglomération parce qu'elle fait travailler trop de femmes, ça fait effectivement désordre. Au secours, Marlène, au secours. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.